Bonjour et bienvenue dans le cours de français C1 de l'école Roudien. Je suis votre professeur Romain. Aujourd'hui, on va faire un cours de compréhension écrite. Donc je vais vous donner un texte et ce texte porte sur le mariage en France. Mais avant de commencer la lecture de ce texte, je vais tout d'abord vous présenter quelque chose qui est assez important dans le texte, qui s'appelle le PACS. Alors, qu'est-ce que le PACS ? C'est le pacte civil de solidarité. Et c'est un contrat institué par la loi en 1999, conclu entre deux personnes célibataires de même sexe ou de sexe différent, permettant de faire reconnaître leur union par l'État et à ce titre de bénéficier de droits proches de ceux dont bénéficient les couples mariés. Donc le PACS, c'est un contrat entre deux personnes célibataires. Le but étant de lier ces deux personnes. Donc ça ressemble à un contrat de mariage. C'est en fait presque la même chose que le mariage, le PACS. L'une des principales différences qu'il y avait entre le PACS et le mariage, c'est que des personnes de même sexe, donc des personnes homosexuelles, pouvaient utiliser le PACS, alors qu'à l'époque, en 1999, des personnes homosexuelles ne pouvaient pas se marier. Donc je lis la suite. L'objectif du PACS était au départ d'accorder aux couples homosexuels une reconnaissance officielle, tout en évitant la question du mariage homosexuel. Aujourd'hui, la grande majorité des personnes pacsées sont hétérosexuelles. Donc voilà, la raison principale d'existence du PACS, c'était pour permettre aux personnes homosexuelles de se lier légalement, d'avoir une reconnaissance légale, d'être reconnues par la loi, comme un couple, mais sans leur accorder le droit de se marier. Le gouvernement de l'époque était un gouvernement assez traditionnel et refusait d'accorder le droit de mariage aux personnes homosexuelles, mais de plus en plus de Français étaient pour donner aux homosexuels le droit de se marier. Donc le gouvernement a cherché une autre solution. Il ne veut pas donner le droit de mariage parce qu'il est traditionnel, mais en même temps il doit bien trouver une solution parce que les Français demandent ça. Donc, il a créé le PACS. Mais aujourd'hui, 17 ans après, et même plus tôt que ça, 10 ans après déjà, on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes qui utilisaient le PACS étaient des personnes hétérosexuelles, donc des personnes qui n'étaient pas homosexuelles. Et pourquoi elles utilisaient le PACS ? Parce que le PACS et le mariage avaient d'autres petites différences. Et la principale différence entre les deux, c'était que le PACS est beaucoup plus facile à arrêter. Lorsque vous êtes pacsé avec quelqu'un et que vous voulez stopper votre relation avec cette personne, il suffit d'écrire une lettre. Alors que lorsque vous êtes marié, il faut divorcer. Et donc maintenant, les couples hétérosexuels utilisent également le PACS. Donc voilà pour le PACS. On va maintenant regarder un graphique et je vais vous demander de décrire en quelques lignes ce graphique. Donc regardez bien le graphique, lisez bien toutes les données, prenez votre temps et faites un tout petit commentaire, juste quelques lignes, pour commenter un petit peu, analyser un peu ce graphique. Je vous revois tout de suite après avec la correction. Bon courage. Alors, on va voir ensemble la réponse. Donc, ce graphique de l'INSEE montre l'évolution des mariages civils et des PACS en France de 2000 à 2010. Durant cette période, le nombre de mariages civils est en baisse faible mais quasi constante, alors que le nombre de PACS connaît une forte augmentation, particulièrement depuis l'année 2004. Donc vous pouvez voir les deux courbes. La première courbe bleue représente les mariages civils, donc c'est les mariages. La courbe rouge représente les PACS, le nombre de PACS en France de 2000 à 2010. Donc on peut voir la première courbe, elle baisse presque tous les ans. Donc de 2000 à 2010, il y a de moins en moins de personnes qui se marient, mais elle ne baisse pas beaucoup.
Elle baisse régulièrement, mais peu. Par contre, la deuxième courbe, celle du Pax, elle augmente énormément, et particulièrement à partir de l'année 2004. Vous pouvez voir à partir de l'année 2004, la courbe rouge commence à augmenter extrêmement rapidement. Donc le graphique nous montre qu'en France, le nombre de mariages baisse régulièrement, alors que le nombre de Pax augmente d'une façon extrêmement rapide. Bien, je vais maintenant vous demander de lire un texte et de répondre à 3 questions sur ce texte. Une fois encore, les premières questions sont des questions générales pour vous faire comprendre le sens global du texte. Première question, quelle est la nature du document? Normalement, vous êtes habitué à cette question déjà. Deuxième question, quel est le thème du document? Donc de quoi parle le document? Quel est le sujet du document? Et enfin, troisième question, que veut dire la phrase « le oui devant monsieur le maire » ? Vous allez voir au tout début du texte, vous allez trouver cette phrase « le oui devant monsieur le maire ». Je veux que vous expliquiez le sens de cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, je vous laisse répondre à ces 3 questions et je vous retrouve tout de suite après. Ok, donc vous avez répondu aux questions, on va voir ensemble les réponses. Et donc, première question, quelle est la nature de ce document? Réponse, le document est un article d'Agnès Leclerc, publié le 13 février 2011 sur le site internet du quotidien Le Figaro. Un quotidien, on a déjà vu ce mot, c'est un journal qui paraît tous les jours. Quotidien, ça veut dire chaque jour. Donc Le Figaro, c'est un quotidien, c'est un journal qui apparaît chaque jour. Deuxième question, quel est le thème du document? Réponse, au travers de cet article, la journaliste analyse les chiffres des mariages civils et des Pacs afin de comprendre l'évolution entraînée par ce dernier dans la société française. Donc, le thème de ce document, c'est de comparer l'évolution du nombre de mariages avec l'évolution du nombre de Pacs et de voir quel changement ça a apporté dans la société. Enfin, dernière question, que veut dire la phrase « le oui devant monsieur le maire » ? Donc pour expliquer cette phrase, d'abord je vais vous expliquer 2 ou 3 choses sur la France. Donc la France est un pays laïque. Qu'est-ce que ça veut dire laïque ? C'est un pays dans lequel l'État est séparé de la religion. La religion n'a donc aucun pouvoir officiel. Donc le mariage français est un mariage civil qui est prononcé par un maire. Le mariage religieux existe, mais il n'a aucune valeur légale. Donc en France, quand vous vous mariez, vous devez aller vous marier devant le maire de la ville, ou devant un de ses assistants si la ville est trop grande. Vous pouvez aussi vous marier dans une église, comme dans les films, mais ce mariage n'a aucune valeur. Selon la loi française, ce mariage n'a pas de valeur. Vous pouvez, si vous voulez, vous marier dans une église, mais c'est uniquement votre choix. Donc l'expression « le oui devant monsieur le maire », se dire oui devant monsieur le maire, ça signifie se marier. Ça signifie ici le mariage. Voilà, donc je vais vous laisser relire ce texte une deuxième fois. Et cette fois-ci, je vais vous poser 5 questions, des questions qui sont un peu plus détaillées. Première question, selon le New York Times, que pourrait-il se produire en France si le nombre de Pacs continue d'augmenter? Donc d'après l'opinion
du journal américain le New York Times, qu'est-ce qui va se passer en France si le nombre de Pacs continue à augmenter? Deuxième question. En quoi les chiffres de l'INSEE et l'analyse de Jean-Claude Kaufmann contredisent cette théorie? Donc il faut que vous expliquiez pourquoi les chiffres donnés par l'INSEE et l'analyse donnée par Jean-Claude Kaufmann disent le contraire de ce que dit le New York Times. Troisième question. Quelles différences légales entre le PACS et le mariage sont mentionnées dans cet article? Donc dans cet article, on nous parle de quelques différences entre le PACS et le mariage. Ici, je veux que vous me donniez les différences légales, ça veut dire les différences par rapport à la loi, par rapport au droit entre les deux. Question numéro 4. Pour quelles raisons les Français choisissent-ils le PACS, le mariage? Donc ici, deux questions. La première, c'est pourquoi les Français choisissent un PACS? La deuxième, pourquoi les Français choisissent le mariage? Donc quand on choisit le PACS, c'est pour quelle raison? Quand on choisit le mariage, c'est pour quelle raison? Enfin, cinquième question, pourquoi le PACS est-il surnommé fiançailles modernes? Donc vous avez vu ça sûrement dans votre première lecture. On a donné un surnom au PACS et ce surnom c'est fiançailles modernes. Pourquoi on donne ce surnom? Voilà, vous avez vos questions, essayez d'y répondre et je vous retrouve tout de suite après. Bon courage! Donc on va voir si vous avez trouvé les réponses aux questions. Question 1. Selon le New York Times, que pourrait-il se produire en France si le nombre de PACS continue d'augmenter? Vous pouvez voir au tout début du texte, j'ai surligné la phrase du New York Times. Donc la réponse,
selon le New York Times, le nombre de personnes pacsées pourrait dans l'avenir dépasser le nombre de personnes mariées. Donc quand je vous pose une question comme ça, vous avez la réponse dans le texte. Ici, vous pouvez voir la première phrase que j'ai surlignée dans le texte, c'est les paroles du New York Times. Mais il ne faut pas recopier ces paroles, il faut les reformuler. Donc vous utilisez vos propres mots pour recréer une phrase qui dit la même chose. Ensuite, question numéro 2. En quoi les chiffres de l'INSEE et l'analyse de Jean-Claude Kaufmann contredisent cette théorie? Donc réponse. Les chiffres de l'INSEE montrent d'une part que le nombre de personnes pacsées ne représente que 3% des adultes de 18 à 39 ans, et d'autre part que beaucoup de Français choisissent le PACS de manière temporaire avant de se marier. Selon le sociologue, le PACS et le mariage ne sont donc pas en concurrence. Voilà, donc le New York Times dit que le nombre de personnes pacsées risque d'être plus élevé que le nombre de personnes mariées. Mais quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on voit que actuellement, même si beaucoup de personnes se pacsent, les personnes pacsées ne représentent que 3% des adultes mariés de 18 à 39 ans. Et en plus, la plupart des personnes qui se pacsent le font de manière temporaire. Ça veut dire pour une certaine période. Et ensuite, soit ils stoppent ce PACS, soit ils choisissent de se marier. Donc le PACS et le mariage ne sont pas vraiment concurrents. Le PACS est un peu utilisé comme un pré-mariage. Question numéro 3. Quelles différences légales entre le PACS et le mariage sont mentionnées dans cet article? Donc l'article mentionne la différence de droit de filiation et le fait que le PACS se rompt facilement. Donc en effet, dans l'article, il y a une phrase où il parle du droit de filiation qui n'est pas le même. Le droit de filiation, c'est le droit de la parenté, le droit des parents par rapport aux enfants. Donc ce n'est pas le même dans le mariage et dans le PACS. Il y a des différences. Et ensuite, le PACS se rompt facilement. Ça veut dire on peut stopper un PACS de manière très simple. Il suffit d'écrire une lettre. Alors qu'un divorce prend beaucoup de temps, des années parfois. Question numéro 4. Pour quelles raisons les Français choisissent-ils le PACS et le mariage? Donc selon le sociologue, les personnes qui choisissent de se pacsser souhaitent s'engager dans leur relation tout en ayant peur de perdre leur liberté. Les chiffres reflètent cet état des choses, montrant que les personnes choisissant le PACS le font en majorité pour des raisons juridiques et fiscales, alors que les couples choisissant le mariage le font surtout par amour ou pour créer une famille. Donc en effet, dans ce texte, le sociologue nous explique que beaucoup de personnes assez jeunes veulent s'engager, mais en même temps ont peur de perdre leur liberté. Et donc le PACS permet de trouver un juste milieu entre l'engagement et la liberté. Puisque c'est un engagement, c'est un peu comme un mariage, mais comme ça se rompt facilement, comme on peut le stopper facilement, ça laisse une part de liberté. Donc beaucoup de jeunes Français choisissent le PACS plutôt que le mariage pour ça, pour conserver de la liberté tout en s'engageant. Ensuite, un peu plus loin dans le texte, on voit les chiffres du nombre de personnes choisissant le mariage et le PACS et les raisons pour lesquelles ils choisissent de se marier ou de se pacsser. Et donc on voit que les personnes qui choisissent le PACS le choisissent surtout pour des raisons juridiques et fiscales. Par exemple, ils sont en couple, 2 jeunes Français qui sont en couple et qui veulent obtenir des avantages fiscaux, par exemple payer moins d'impôts. Donc en se déclarant pacsé, en se pacsant, ça permet de payer moins d'impôts. La plupart des gens qui se pacsent, c'est pour des raisons fiscales, des raisons d'impôts. Par contre, les gens qui se marient choisissent de se marier par amour. Ça veut dire que les gens choisissent souvent le PACS quand ils sont en couple pour des raisons d'impôts, pour des raisons financières, des raisons d'argent, et ensuite, ils choisissent de se marier par amour. Ce sont souvent les mêmes personnes qui choisissent d'abord un PACS et ensuite un mariage. Dernière question, pourquoi le PACS est-il surnommé fiançailles modernes? Le PACS est surnommé fiançailles modernes car la majorité des personnes pacsées choisissent par la suite de se marier.
Le pax représente donc, à l'instar des fiançailles, une forme d'engagement menant au mariage. Je vais vous expliquer le mot fiançailles, je pense que vous devez le connaître, peut-être certaines personnes ne le connaissent pas. Donc des fiançailles en chinois c'est qiuhun. Donc les fiançailles ça peut être qiuhun ou alors la période entre les fiançailles et le mariage, ça s'appelle aussi les fiançailles. Donc c'est surnommé les fiançailles modernes parce que avant les personnes se fiançaient, attendaient peut-être 1 an et ensuite se mariaient. Maintenant les Français utilisent le pax un peu comme des fiançailles. D'abord ils se paxent pour avoir des avantages fiscaux et financiers et ensuite 1 an, 2 ans après ils choisissent de se marier. Donc ça remplit un petit peu le même rôle que les fiançailles. Voilà, on va maintenant regarder ensemble le texte et je vais expliquer les mots difficiles. Je vais commencer par lire la première partie du texte. Pax et mariage, les préférences des Français. Aujourd'hui, on compte 3 pax pour 4 mariages, mais en matière d'amour, le oui devant monsieur le maire reste la référence. Le bonheur est dans le pax, plutôt que dans le mariage, pour de nombreux couples français, a récemment titré le New York Times, intrigué par cette forme d'union au succès croissant. Les chiffres le prouvent, le nombre de paxés a franchi la barre d'1 million début 2010. Au 1er janvier de la même année, 3 pax, pactes civils de solidarité, ont été conclus pour 4 mariages célébrés, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Une autre tendance se confirme, le pax attire une écrasante majorité des couples hétérosexuels, 94%. Si le mouvement se poursuit, en conclut le célèbre quotidien américain, les paxés pourraient devenir plus nombreux que les mariés, comme c'est déjà le cas dans le jeune 11e arrondissement de Paris. La dernière étude de l'INSEE relativise ce scénario. Le nombre de personnes paxées reste à l'heure actuelle faible au regard de celui des personnes mariées ou en union libre. Seuls 3% des adultes de 18 à 39 ans sont paxés, note l'auteur de l'enquête. En parallèle, le nombre de mariages accuse tous les ans un léger recul de 1% par an, en moyenne depuis 10 ans. Pourtant, ce lent déclin ne serait pas forcément lié à l'envolée du pax, car les candidats à ces 2 formes d'union n'ont pas tout à fait le même profil ni les mêmes aspirations. Voilà, donc on va regarder ensemble les mots que j'ai choisi d'expliquer. Donc le premier mot, c'est un verbe. Ici, il est à la forme passive, être intrigué par. Donc c'est la forme passive du verbe intriguer. Intriguer, ça veut dire exciter fortement la curiosité de quelqu'un. Par exemple, on peut dire « cette personne m'intrigue ». Ça veut dire que vous êtes très curieux par rapport à cette personne. Vous voulez savoir des choses sur cette personne. Le deuxième mot, c'est croissant. Alors attention ici, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un croissant, ce n'est pas la pâtisserie que vous mangez tous les matins. C'est le participe présent du verbe croître. Et le verbe croître veut dire grandir, augmenter. Ici, dans le texte, c'était intrigué par cette forme d'union au succès croissant. Ça veut dire au succès qui augmente de plus en plus. L'expression suivante, franchir la barre de quelque chose. Ça veut dire dépasser quelque chose. Ici, le nombre de paxés a franchi la barre d'1 million. Ça veut dire que le nombre de paxés a dépassé 1 million. Le mot suivant, c'est un nom, une tendance. Ici, une tendance veut dire une évolution. Une autre tendance se confirme, ça veut dire une autre évolution se confirme. Le mot suivant, une écrasante majorité. Ça signifie une très forte majorité. Ensuite, nous avons l'INSEE. Donc l'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Donc c'est un institut français qui fait des statistiques et qui étudie l'économie. Donc qui donne souvent des analyses. Ensuite, nous avons un verbe, relativiser. Relativiser quelque chose, c'est replacer quelque chose dans son contexte pour lui faire perdre son caractère absolu. Quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui est sûr, quelque chose qui est certain, qui est vrai à chaque fois. Donc ici, on replace quelque chose dans son contexte pour montrer que ce n'est pas sûr, que ce n'est pas vrai à chaque fois.
Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un va dire « Les Français sont tous romantiques ». Ça, c'est quelque chose d'absolu. Il dit que tous les Français sont romantiques. Et quelqu'un va répondre « Il faut relativiser, tous les Français ne sont pas romantiques ». Donc certains Français sont romantiques, mais pas tous. Ça, c'est relativiser quelque chose. L'expression suivante, au regard de quelque chose, ça signifie par rapport à quelque chose. Ensuite, nous avons l'expression en parallèle. Ça signifie en même temps, ou alors de plus. Ensuite, l'expression accuser un recul. Ça signifie régresser. Régresser, c'est l'inverse de progresser. Par exemple, depuis que je suis en France, mon niveau de chinois régresse. Ça veut dire depuis que je suis en France, mon niveau de chinois est de moins en moins bon. Le mot suivant, c'est un nom, un déclin. C'est l'état de ce qui diminue de valeur, ou alors diminue de grandeur, d'éclat ou de puissance. Par exemple, on peut parler du déclin de la langue française dans le monde. Ça signifie que la langue française dans le monde est de moins en moins parlée. Il y a de moins en moins de personnes qui parlent le français dans le monde. Cet exemple est faux. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent français dans le monde. Et donc, ça nous amène à notre mot suivant. On pourrait plutôt dire l'envolée du français dans le monde. Une envolée, c'est une montée soudaine et brutale d'une valeur ou de quelque chose. Donc l'envolée du français dans le monde, ça signifie que le nombre de personnes qui parlent français augmente soudainement, tout à coup, brutalement. Le mot suivant, c'est également un nom masculin, un profil. Donc un profil, ce sont les caractéristiques permettant de définir quelqu'un. Alors ça peut être des caractéristiques physiques, par exemple une personne est grande, une personne est maigre, mince. Ça peut aussi être des caractéristiques psychologiques, par exemple cette personne est intelligente. Ou alors des expériences. Cette personne a travaillé 3 ans comme professeur de français. Tout ça, ça constitue le profil de quelqu'un. Et enfin, le dernier mot, c'est aussi un nom féminin cette fois, une aspiration. Une aspiration, c'est un désir, un souhait, un objectif. Par exemple, son aspiration est de devenir joueur de football. C'est pour ça qu'il s'entraîne tous les jours. Donc ici, ça veut dire son objectif est de devenir joueur de football, donc il s'entraîne tous les jours. Bien, on va voir ensemble la deuxième partie du texte, et donc je commence par lire. Le Pacs n'a pas été conçu en pensant à la famille, mais au couple, rappelle Pascal Breuil, chef de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE. Ce dernier ne garantit pas les mêmes droits en matière de filiation, une spécificité qui n'est pas sans incidence. Environ la moitié des pacsés de 18 à 39 ans vivent sans enfants, 3 fois plus que les mariés du même âge, qui ne sont que 15% à ne pas avoir de descendance. Pacs et mariage correspondent à différentes séquences de la vie, estime le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Nous sommes dans une époque où l'on rêve encore de mariage, mais où l'on a peur de disparaître en tant que personne, de s'évanouir dans le couple, de perdre sa jeunesse et sa liberté. Le Pacs permet de vivre comme un oiseau sur la branche. Et cet entre-deux résoudrait la délicate équation entre liberté et engagement, avec en fond de tableau la possibilité de dissoudre le contrat par une simple lettre au greffe du tribunal d'instance. Malgré un taux de divorce d'environ 45%, le mariage protège plus de la rupture que le Pacs ou le concubinage, souligne France Priou, démographe à l'INED. Alors, le premier mot que j'ai choisi d'expliquer, c'est un nom, la démographie. La démographie, c'est l'étude des populations humaines. Il y a un deuxième sens, c'est le nombre d'habitants dans une région donnée. Par exemple, la démographie de la Chine, c'est le nombre d'habitants en Chine. Le deuxième mot, c'est la filiation. La filiation, c'est la transmission de la parenté. Donc, c'est le fait de transmettre son nom de famille, par exemple, à ses enfants. Le fait que les enfants soient reconnus comme les enfants d'une personne. Ça s'appelle la filiation.
Le troisième mot, c'est une incidence. Une incidence, c'est une conséquence, mais c'est du langage soutenu. Ensuite, une descendance. Une descendance, c'est les enfants. Donc ici, 15% à ne pas avoir de descendance, ça veut dire que 15% des couples mariés n'ont pas d'enfants. Le mot suivant, c'est une séquence. Une séquence, c'est une phase, une partie ou un moment. Ici, dans la phrase, Pax et mariage correspondent à différentes séquences de la vie. Ça veut dire que le Pax et le mariage correspondent à différents moments de la vie, différentes périodes de la vie. Ensuite, nous avons un verbe, s'évanouir. Le verbe s'évanouir a plusieurs sens. Le premier sens, c'est perdre connaissance. Par exemple, vous avez bu beaucoup trop d'alcool et soudain, vous perdez connaissance. Yundala. En France, il y a une expression pour dire perdre connaissance. On peut dire tomber dans les pommes. Quand on tombe dans les pommes, ça veut dire qu'on perd connaissance. Ici, le mot s'évanouir n'a pas ce sens-là. Il a le sens de disparaître. Donc dans la phrase, on a peur de disparaître en tant que personne, de s'évanouir dans le couple. Ça veut dire que la personne disparaît et devient le couple. Ensuite, nous avons une expression, un entre-deux. Un entre-deux, c'est un état intermédiaire entre deux extrêmes. Ici, dans la phrase, l'entre-deux, c'est le pax, qui constitue un état intermédiaire, ça veut dire entre deux choses, entre la liberté et l'engagement. Ensuite, nous avons l'adjectif délicat. L'adjectif délicat a deux sens. Le premier, c'est quelque chose d'une grande finesse. Par exemple, la soie chinoise est délicate, ou la porcelaine chinoise est délicate. Le deuxième sens, c'est difficile. On peut dire, par exemple, c'est un problème délicat. Ça veut dire c'est un problème difficile. Ensuite, nous avons un nom, une équation. En mathématiques, E égale MC2 est une équation. Donc en mathématiques, une équation, c'est ça. Par exemple, E égale MC2. En littérature, une équation, ça veut dire un problème ou une égalité de rapport entre deux choses. Donc ici, c'était l'équation entre la liberté et l'engagement. Ça veut dire comment faire pour que la liberté et l'engagement soient aussi importants l'un que l'autre. Ensuite, il y avait une expression en fond de tableau. Cette expression est très peu utilisée. Donc si vous ne vous rappelez pas le sens, c'est pas grave. Ici, dans ce texte, ça veut dire comme base. Alors la phrase, c'était avec en fond de tableau la possibilité de dissoudre le contrat par une simple lettre. Ça signifie que le but du Pax, c'est de mettre la liberté et l'engagement à égalité, avec en plus ou avec comme base la possibilité de rompre cet engagement facilement. Le mot suivant, c'est un nom, un greffe. Un greffe, c'est les services administratifs de quelque chose. C'est un mot qui est très peu utilisé également. C'est un mot spécifique pour tout ce qui est judiciaire en rapport avec la justice. Ensuite, nous avons un autre nom, le tribunal d'instance. Donc c'est un tribunal, une juridiction, jugeant les affaires civiles d'un montant inférieur à 10 000 euros. Donc c'est le tribunal qui donne une décision pour les affaires civiles qui ont peu de valeur, d'un montant inférieur à 10 000 euros, donc les petites affaires civiles. Le mot suivant, le concubinage. Donc le concubinage, c'est l'état de deux personnes qui ne sont pas mariées, mais qui vivent ensemble. Donc par exemple, un homme et sa petite amie qui vivent dans la même maison, mais qui ne sont pas mariés. On appelle ça un concubinage. Enfin, le dernier mot, l'INED. L'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Voilà, on va regarder la partie suivante et je vais commencer par lire. Fiançailles modernes. Cadre souple, le Pax attire des candidats d'une grande hétérogénéité, ce qui fait pour une grande partie son succès.
L'INSEE fournit cependant quelques clés pour faire le portrait robot du Pacsé. Il est français de naissance, à 96% contre 78% pour les mariés, et souvent diplômé du supérieur, 3 personnes sur 5. Les Pacsés de 18 à 39 ans comptent aussi plus de cadres que les mariés, 26% contre 15%, et affichent un niveau de vie plus élevé. C'est entre 27 et 31 ans que la population de Pacsés atteint son pic. Les idées de mariage, elles, germent surtout après le cap de la trentaine. L'idée de se marier reste très associée aux enfants. Il s'agit de forcer le destin, de ne plus être dans le présent, mais dans l'engagement. Les futurs mariés ont envie de symbolique, du poids de l'institution, poursuit Jean-Claude Kaufmann. L'âge moyen au premier mariage a d'ailleurs encore augmenté en 2009, comme régulièrement depuis une trentaine d'années, jusqu'à atteindre 30 ans pour les femmes et 32 ans pour les hommes. Il y a aussi une part importante de remariage. Les candidats à la deuxième chance représentent environ 20% des mariages, selon France Priou. Après 34 ans, la proportion de personnes mariées croît d'ailleurs continuellement, alors que celle des Pacsés décline. Une partie de ces derniers choisissent d'ailleurs dans un deuxième temps de se dire oui devant le maire. Une tendance qui a valu au Pacs le surnom de fiançailles modernes. Voilà, on va donc regarder ensemble les mots difficiles. Le premier, des fiançailles. Donc on a expliqué tout à l'heure, la fiançaille c'est la promesse de mariage, Tiohun, ou alors c'est la période entre cette promesse et le mariage. Les deux s'appellent fiançailles. Ensuite on a un nom, un cadre. Attention, le mot cadre a beaucoup de sens. Aujourd'hui on va voir 2 sens de ce mot. Mais ici, le cadre c'est la limite légale. Un cadre souple signifie que les limites légales du Pacs s'adaptent à beaucoup de circonstances. Donc par limite légale, ça veut dire que si on fait quelque chose d'illégal, on peut dire qu'on sort du cadre. Le mot suivant, hétérogénéité. Ça signifie composé d'éléments de nature différente. Donc hétérogène, c'est quelque chose qui est composé de beaucoup de choses différentes. Donc ici, l'exemple c'est le Pacs attire des candidats d'une grande hétérogénéité. Ça veut dire que les gens qui veulent signer un Pacs sont tous très différents. Ensuite, le mot portrait robot. Ici, c'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent de définir une personne. C'est un petit peu comme tout à l'heure le profil. Ensuite, nous avons encore le mot cadre. Un cadre. Ici, c'est pas la même chose. Ici, c'est un employé ayant une fonction de direction. Donc par exemple, dans une entreprise, un cadre va diriger peut-être un petit groupe de personnes, peut-être 10 personnes, 20 personnes. Il y a un cadre qui les dirige. Ensuite, nous avons un autre nom, un pic. Il y a 2 sens à ce mot. Le premier sens, c'est le sommet d'une montagne. Donc le sommet d'une montagne s'appelle le pic. Ici, le sens de ce mot veut dire le maximum. Donc la population de Pacsés atteint son pic, ça veut dire arrive au maximum. Le mot suivant, germer. Là aussi, il y a plusieurs sens. Donc pour les plantes, ça signifie naître, ou alors commencer à pousser. Une plante qui commence à pousser, on dit qu'elle germe. Ça peut aussi être utilisé pour une idée. C'est un petit peu le même sens. Ça signifie commencer à se développer dans la tête de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un. On dit qu'une idée germe quand une idée commence à se développer. Ensuite, nous avons un nom, un cap. Un cap, ça a aussi plusieurs sens. Dans ce texte, le mot cap signifie une étape. Enfin, une expression, forcer le destin. Forcer le destin signifie provoquer sa chance. Donc on ne laisse pas le destin décider de notre vie, on ne laisse pas l'avenir décider de notre vie, on provoque notre chance. Ça veut dire on agit pour contrôler notre futur, notre destin. Voilà, on va voir ensemble la dernière partie du texte, et donc je commence par lire. Le mariage reste aujourd'hui encore un modèle toujours très ancré. Relevé en janvier, la Chambre des notaires de Paris, qui a commandé à l'Institut BVA un sondage sur la question. Selon ce dernier, plus de 40% des Français ont assisté à au moins un mariage au cours des 12 derniers mois, un pourcentage qui grimpe à 53% pour les 18-24 ans,
Et, en matière de sentiments, le mariage reste la référence. Ainsi, pour la majorité des Français, les gens se marient le plus souvent, d'abord par amour, 49%, puis pour fonder une famille, 25%. Les raisons pratiques et financières ne sont citées que par 19% des sondés. Il n'en va pas de même pour le PACS. Ce dernier serait en priorité choisi pour des raisons juridiques et fiscales, estime 63% des Français. Le couple qui dure toute la vie reste notre idéal, selon le philosophe éthicien Xavier Lacroix. Les mariés sont animés par le désir de fonder du solide. Or, ce qui fait durer une union, ce n'est pas l'affectivité, c'est la force de décision. Une force plus présente dans le mariage. Voilà, donc on va voir ensemble les mots difficiles. Le premier, c'est un verbe, ancrer. Le verbe ancrer a plusieurs sens. Le premier sens, c'est fixer un bateau quelque part. Vous savez, quand vous êtes dans un bateau, pour stopper le bateau, on utilise un objet en métal qu'on jette dans l'eau. Et cet objet en métal est relié au bateau. Cet objet s'appelle une ancre. Et donc, ancrer un bateau, ça signifie le fixer, le stopper. Le deuxième sens, c'est fixer un sentiment ou fixer une habitude chez quelqu'un. Ici, c'était le deuxième sens. C'est un modèle toujours très ancré, ça veut dire que c'est un modèle qui est toujours très fixé dans nos esprits. Le second mot, la chambre des notaires. C'est une association qui défend les intérêts des notaires. Un notaire, c'est une personne qui fait ou qui reçoit des contrats pour leur donner une valeur officielle. Par exemple, vous avez fait un contrat avec quelqu'un. Si vous voulez que ce contrat soit officiel, il faut le donner à un notaire, et le notaire va regarder le contrat, va mettre un tampon et sa signature pour dire que le contrat est officiel. Ensuite, on a l'Institut BVA. Donc c'est le nom d'un institut privé de sondage français. C'est juste le nom d'un institut de sondage. Ensuite, nous avons un verbe, assister à. Ça signifie voir quelque chose ou participer à quelque chose. Ensuite, un autre verbe, grimper, qui signifie monter. Une expression, en matière de, signifie en ce qui concerne, à propos de quelque chose. Une autre expression, en aller de même pour, ça signifie c'est la même chose pour. Dans le texte, c'est la version négative. Il n'en va pas de même pour le PACS. Ça signifie ce n'est pas la même chose pour le PACS. Ensuite, un adjectif juridique signifie qui relève du droit. Des raisons juridiques, ce sont des raisons de droit. Un autre adjectif, fiscal, c'est quelque chose relatif à l'impôt. Donc des raisons fiscales, ce sont pour des raisons d'impôt, pour payer moins d'impôts, moins de taxes. Ensuite, un nom, un idéal. Un idéal, c'est un modèle qui est considéré comme parfait. Ici, le couple qui dure toute la vie reste notre idéal. Ça veut dire que pour les Français, un couple qui dure toute la vie, ça reste le modèle parfait. Ensuite, un autre nom, un éthicien. C'est un expert en éthique. Donc c'est une personne qui est experte en éthique. L'éthique, ce sont les principes moraux, la morale. Qu'est-ce que c'est la morale? C'est les règles d'une société par rapport au concept de bien et de mal. Par exemple, dans la plupart des sociétés, la morale dit que mentir, c'est mal. Voilà, c'est la morale qui définit que mentir, c'est mal, et que dire la vérité, c'est bien. C'est pas illégal de mentir, mais c'est immoral. Enfin, nous avons un verbe, le verbe animer, qui a plusieurs sens également. Le premier sens d'animer, c'est donner à quelque chose la vie, ou alors lui donner le mouvement. Vous connaissez peut-être le film Pinocchio. Vous savez, la marionnette en bois qui, quand elle ment, a son nez qui grandit. Alors le père de Pinocchio a animé la marionnette. Au départ, c'est juste un personnage de bois, et il lui a donné la vie, ou il lui a donné le mouvement. Ça, c'est animer quelque chose. Ici, le sens de animer, c'est pas celui-là, c'est pousser quelqu'un à agir.
On va voir dans la phrase, c'est ici la forme passive qui est utilisée. Les mariés sont animés par le désir de fonder du solide. Ça veut dire que la chose qui fait que les gens veulent se marier, c'est qu'ils veulent créer quelque chose de solide. Voilà, notre cours de français C1, compréhension écrite, se termine ici. Je vous conseille d'essayer de relire un petit peu ce texte, maintenant que vous avez tout le vocabulaire. Relisez un peu le texte, essayez de voir si vous arrivez à bien tout comprendre. Et toujours, essayez de lire chez vous un maximum d'articles. Essayez de trouver des articles de presse. Ça peut être sur Internet, il y a beaucoup d'articles en français sur Internet que vous pouvez voir. Essayez de lire tous ces articles. Essayez de participer à des forums. Plus vous lisez des vrais écrits français, et plus votre français va s'améliorer. C'est vraiment quelque chose d'important. Essayez de lire des vrais écrits, pas des écrits qui viennent de livres. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et on se revoit la prochaine fois. Au revoir. L'horloge tourne, les minutes sont des rides, et moi je rêve.